These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. I yearn! Swing with the Klings! Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Thierry, comment ça va ? Salut, ça va super, je suis extrêmement heureux d'être de retour faire du podcast avec toi ce soir. Ben, moi aussi, je suis super content. Surtout que c'est une émission un petit peu improvisée. On avait prévu un autre enregistrement un peu plus tard, dans quelques jours. Et là, au débeauté, j'ai dit il y a quelqu'un de dispo ce soir. Et t'as dit oui, moi. Alors ça, c'est merveilleux. Autant de présence et de disponibilité. C'est très très cool. Ce soir, comment ça va, Thierry ? Non. Bah écoute, ouais, très bien. En plus là, on se retrouve pour une émission comics. C'était un peu nos petites émissions à nous. C'est vrai. Dans Star Trek pour les nuls, quoi. On faisait souvent ça à 2 ou 3. C'était des moments un peu particuliers. Mais surtout que il me semble que la première fois qu'on a enregistré les comics, toi et moi, c'était pour les Spotlight. Je crois. Ah, c'est possible, ouais. Il me semble que tu avais parlé de Alien Spotlight et notamment d'un épisode sur des Klingons, non ? Est-ce que c'était le premier sur les Klingons ? C'est la sensation que j'ai, mais je peux me tromper. Enfin bon, bref. Et du coup, ça faisait une forme de boucle à boucler. Oui, c'est vrai que c'est vrai. C'est tout à fait possible, parce que c'est vrai qu'on en a fait un, c'est sûr, sur les Klingons. C'était peut-être pas un Alien Spotlight, par contre, celui sur les Klingons. C'était le Blood Will Tell, je pense. Oui, alors ça, je me souviens qu'on avait fait Blood Will Tell, qui était très cool, mais il me semblait. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être me trompe-je. Enfin bon, bref. Donc ce soir, on va parler de Star Trek Aliens. Il y a quelques jours, Matou l'a mentionné dans l'émission qu'on a fait sur les choses positives qu'on avait à dire sur Star Trek, et il a dit en ce moment dans les comic books il se passe plein de trucs, notamment Aliens, qui est la dernière sortie en date de IDW, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est le dernier truc sorti là sur Star Trek. Février 2023, oui, donc là pour le coup, ouais. Et qui est le regroupement de 3 histoires courtes qui, on va en parler dans quelques instants, aurait pu avoir sa place dans les Alien Spotlight, mais bon, apparemment, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais tu m'as dit que non. Et donc on va parler de Klingon, de Ferengi et de Trill. C'est ça, donc effectivement, oui, c'est considéré comme des one-shots, tout simplement. Et pas dans la collection Alien Spotlight, on en parlait un petit peu avant, parce que en fait, au départ, moi je pensais que c'était des Alien Spotlight, ça me paraissait évident, puisque le principe des Alien Spotlight, c'était de faire un one-shot sur une espèce alien emblématique de Star Trek. Et là, c'est exactement ce que c'est, quoi. À chaque fois, on a un one-shot qui est centré sur une espèce emblématique de Star Trek. C'était IDW qui faisait ça. Je comprends pas pourquoi ils ont pas. Voilà. Après, c'est les choix éditoriaux. Bon, c'est pas très important. L'important, c'est le contenu, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant. Et là, quand je regarde dessus, la seule indication d'une éventuelle collection qui est écrite, c'est écrit one-shot. Ou à gauche, sur les numéros individuels. Donc, oui. Voilà. Mais je sais pas, bon bref, en plus moi je les ai même pas vus passer en one shot individuellement, je suis tombé d'un coup sur le TPP, donc sur le recueil des 3 nouvelles,
Bon, bref, écoute, il y arrive de bonnes surprises parfois comme ça dans le monde des comic books et donc c'en est un. Novembre 2018, notre émission sur les aliens, sur les comics aliens, parce qu'avant ça j'avais juste fait Bodligo en solo. Manifest Destiny, c'était probablement avec toi, je sais plus. Bon, bref, je sais pas. Bon, voilà. Excusez-moi. Donc, comme je le disais, c'est séparé en trois épisodes. Un premier sur les Klingons, un deuxième sur les Ferengi, un troisième sur les Trill. Alors, je vais pas le cacher, je n'ai pas eu le temps de lire le troisième sur les Trill, donc ça, tu devras le faire tout seul. Ce que je te propose, est-ce que ça t'a plu les Ferengi ? Tu veux en parler ou Ouais, c'était sympa les Ferengi. J'ai tout aimé dedans, hein, franchement. C'est vrai ? Il y a des petits trucs que j'ai à redire évidemment, parce que j'ai toujours des trucs à redire, mais tout le monde a toujours des trucs à redire. Globalement, j'ai Ok, apprécié l'expérience. Écoute, on va pas se prendre la tête, alors on va faire dans l'ordre chronologique de l'histoire. Donc on va commencer avec le Klingons, qui a été écrit à 4 mains par Jackson Lindsay et Colin Kelly, et dessiné par une personne, je pense que c'est un nom d'artiste, qui s'appelle Timothy Green II of Magnus Arts, alors qui sort d'une école qui s'appelle Magnus Arts, et colorisé par DC Alonso. Et ça nous parle des Klingons. Est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu ça ? Oui, avec plaisir. Ouais. Je rajouterais juste que le lettrage a été fait par Neil Uyetake. Voilà. Oui, mais c'est les 3 fois lui. Ouais. Mais bon, c'est... alors, c'est un truc qui me touche particulièrement si vous avez lu ma fanfiction. C'est un comics qui se passe qui raconte une des légendes de Kallès l'inoubliable, donc le guerrier légendaire et mythique qui a fondé l'Empire Klingon. Mère des dragons et Targaryen d'origine, c'est ça ? Khaleesi ? Ah non, Khalees, pardon. Ah, je confonds tout. Tes blagues pourries m'avaient manqué. Menteur. Donc on a deux... le comics raconte deux histoires plus ou moins... Enfin non, pas vraiment en parallèle. Enfin, la narration est un peu particulière, on va dire. Voilà. Mais en gros, il y a deux histoires dedans. Il y a l'histoire où il bat son frère Morat. Et qui le tue. Donc c'était une histoire qui était racontée dans l'épisode de TNG où on voit le clone de Kallès. J'ai oublié le nom d'ailleurs, le nom de l'épisode. C'est criminel ça. Je vais le chercher pendant que tu discutes. Et donc en fait on en voit une partie au début, on en voit un bout à la fin, on en voit des petits bouts au milieu aussi. Mais voilà, donc oui, sous forme de flashback quoi, un peu. Ça prend quelques cases par-ci par-là. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc l'idée c'est que Moras est un parjure. Donc c'est pas honorable selon la doctrine de Kallès. Donc il le tue pour ça, enfin il le tue. C'est un des trucs qui m'a gêné d'ailleurs dans le comic, c'est que le moment où il le tue, ça ressemble plus à un meurtre qu'à vraiment une mort au combat, alors que en fait dans tel qu'est raconté la légende dans l'épisode de TNJ, ils se battent pendant plusieurs jours, voire une semaine, je crois. Il y a tout un truc. Et voilà, il meurt, il le tue au combat, quoi. J'ai le nom de l'épisode, c'est Rightful Heir, héritier légitime, épisode 23 de la saison 6 de TNG. Voilà, c'est bien ça, merci beaucoup. Merci Ultime Frontière. Voilà, donc effectivement au départ, Moras a voulu fuir le combat. Il s'est enfui et Kallès l'a poursuivi à travers les vallées et les montagnes. Donc ça, on le voit dans le comic, ça c'est montré, c'est assez cool. Mais une fois qu'ils se retrouvent acculés en bord de mer, ils se battent pendant 12 jours et 12 nuits. Voilà.
Et donc Calès le tue au bout de 12 jours et 12 nuits de combat. Et ça, je trouve que c'est pas très bien rendu dans le comics. Ah oui, non, pas du tout. Voilà. Mais après, le comics montre beaucoup de combats, donc je pense qu'il voulait pas trop montrer non plus de ce combat-là. Mais c'est un peu, on en reparlera peut-être après, mais au niveau de la narration, je vais continuer à présenter le comics. Et donc l'autre histoire, c'est une histoire inédite, où donc Calès, il arrive dans un endroit assez particulier. C'est un endroit dont il en avait déjà entendu parler. J'ai oublié le nom, mais c'est dans un cratère de volcan. Et il y a en gros le cratère, il est fendu en plusieurs parties, et il y a trois grandes parties qui sont chacune habitées par un genre de tribu ou un royaume. Je sais plus trop comment ils se présentent, les dirigeants. Bah, ouais, et pour donner une idée, j'ai l'impression qu'on est une fois de plus très inspiré de l'histoire du Japon avec les shoguns. Moi, j'ai l'impression de voir 3 chefs de guerre. Tu sais, les shoguns japonais gardaient des zones du Japon entière sous une autorité plus ou moins appuyée de l'Empire, mais en réalité, c'était des chefs de guerre qui maintenaient des zones entières. Et moi, je vois ça un peu comme ça. Bon, en réduit parce qu'on est dans un petit volcan, quoi. Enfin, dans un gros volcan. Mais bon, voilà. Oui, parce que c'est des gros villages ou des petites villes, quoi. En gros, de chaque côté. Donc il y a un pont. Il y a un triple pont, en fait, qui relie ces trois morceaux. Et donc évidemment, chacune est en conflit, on sait pas trop d'ailleurs, en concurrence en tout cas avec les 2 autres. Voilà, et le pont est en forme de logo de l'Empire Klingon. J'ai trouvé ça un peu too much. Ouais, trop moche. C'est carrément moche. Enfin, et puis surtout, ça n'a pas de sens technique en fait. Personne ne ferait ça. Oui, mais puis même en termes de mythologie, je trouve que ça a pas trop de sens. Mais bon. Voilà, parce que même si on sous-entend qu'il y a un empereur qui domine, les Klingons ne sont pas unis, donc pourquoi est-ce qu'ils auraient un... Enfin bon, bref, ouais, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, voilà. En plus, c'est comme c'est un lieu de déshonneur, ce qu'on va voir après. Ça paraît bizarre que ce symbole-là, qui correspond à un lieu de déshonneur, soit plus tard devenu le symbole de l'Empire, quoi. C'est un peu étrange. Mais bon, bref. C'est pas très grave, je pense que c'est encore une fois, c'est du fanservice mal utilisé, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? On est habitué en ce moment. Oui, voilà. On a dit du positif. Mais non, t'as dit que ça c'était juste pour l'émission de la semaine dernière. À laquelle tu n'es pas venu, donc tu es tenu de... Je n'ai pas été invité. Ah oui, c'est vrai, oui, pardon. Du coup, voilà. Bah, par contre, la double page, effectivement, si on enlève ce détail-là, la double page qui présente le lieu est assez jolie, je trouve. C'est vraiment sympa. Donc Calès va à cet endroit-là. On lui dit que s'il veut vivre ici, il faut qu'il prête allégeance à l'un des chefs de clan. Et donc il va voir les chefs de clan. Chaque chef de clan lui dit quel genre de clan c'est, en gros. Et puis lui, il les envoie bouler en leur disant qu'il y en a aucun qui propose ce qui l'intéresse lui, c'est-à-dire l'honneur. Voilà. Et donc en gros il les insulte tous, hein, il leur dit qu'ils sont sans honneur et que c'est des pourris. Il leur dit un peu leur cas de vérité sur leur manière aussi de traiter le peuple. Voilà. On en reparlera plus en détail peut-être après. Et puis du coup il va au milieu du pont, il les défie tous. Et donc ils viennent tous avec les 3 armées viennent pour le tuer et puis il tue tout le monde. Voilà. Et une fois qu'il a tué tout le monde, enfin tout le monde, tous les guerriers en tout cas, il y a un vaisseau spatial qui s'approche. Donc ça serait, d'après le comics, le vaisseau de Molor. En tout cas c'est ce qui est induit. Donc Molor, il est mentionné dans un épisode, dans plusieurs épisodes de TNG et de DS9, je crois. Et en fait, c'est un tyran qui aurait été vaincu par Calès. Il est mentionné dans Firstborn, par exemple. Dans The Sword of Calès aussi, l'épisode de DS9 où justement il retrouve le bat'let de Calès.
Voilà, enfin il y a plein d'épisodes aussi. Il y a l'épisode aussi où je sais plus comment il s'appelle, où il y a le Alexander du futur Ah oui, qui super vient, épisode ça. voilà, et ils vont dans un genre de festival et il y a une reconstitution historique ou théâtrale, on va dire, qui se déroule, et il y a un des acteurs qui joue Molor justement. Voilà, enfin, c'était un tyran qui était vaincu par Calès. Voilà. Ok. Eh ben, tu vois, moi quand même grosse surprise à ce moment-là parce que il me semblait que l'époque de Calès c'était bien avant ça et que les vaisseaux spatiaux n'existaient pas. Donc je me suis dit quand c'est arrivé, je me suis dit ça doit être un alien. Donc alors j'ai pas à spéculer, mais ça aurait pu être des Vulcains ou une toute autre espèce qu'on ne connaît pas. Qui apparaissait un peu par hasard et qui a décidé de partir. Donc je comprenais pas en fait trop ce qui se passe parce que le vaisseau apparaît, il s'en va quoi. Après c'est pas un vaisseau Klingon. Ouais. Il a pas du tout le style d'un vaisseau Klingon quoi. Ce qui sous-entendrait que Molor soit pas un Klingon en fait. Ouais. Et alors vis-à-vis du canon ça peut marcher dans le sens où l'espèce de Molor est jamais précisée quoi. Même si du coup, vu qu'elle est jamais précisée, ça tend à faire penser que c'est un Klingon. Mais pourquoi pas. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément le parti pris que j'aurais eu. Sachant que si on veut jouer avec les vaisseaux spatiaux, il y a les Urk. Mais je crois que les Urk, c'était avant l'époque de Calès. Avant ou après? Ah, j'ai un doute. Mais les Urk, c'est une espèce extraterrestre qui a envahi Chronos et qui a failli détruire les Klingons, en fait, quasiment. Et c'est là d'ailleurs dans l'épisode de DS9 où il retrouve le Bat'leth de Calès. C'est dans un ancien musée Urk qu'il le retrouve. Donc j'ai la réponse à ma question, je suis con. C'est après Calès. D'accord. Certainement après ça entre guillemets mort, parce qu'il est pas mort, mais après son départ de Chronos pour le Sto-Vo-Kor. Donc effectivement, il y a le vaisseau de Molor qui arrive. Calès le défie et le vaisseau s'en va. Alors moi, il y a une théorie aussi que je me suis dit, parce que finalement l'autre il dit que Molor il a un chariot. Il y a un des chefs de clan qui dit que Molor il a un chariot céleste. Donc bon, on se dit que c'est lui. Mais en fait, moi je me suis dit, ça trouve c'est juste un vaisseau alien qui débarquait. Il s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Et puis il a vu un Klingon énervé en train d'insulter. Il a dit bon, ça a pas l'air intéressant, on s'en va. je vais pas lui tirer dessus le pauvre. Mais moi je l'ai perçu comme ça. Hein. Enfin, il tire d'ailleurs, hein, il me semble. Mais moi, sur le coup, j'ai pas fait le lien Molor, machin. Je me suis dit, il pense que c'est un dieu, il le défie. Et ben le dieu, il s'en va. Du coup, c'est comme ça qu'il a tué les dieux. Voilà, j'ai pas cherché plus loin que ça. Mais ça montre une fois de plus à la fois la bravoure mêlée de folie de Calès qui n'a aucune peur et qui défie un chariot de feu céleste, je sais pas comment on dit. Oui, ce qui prend pour un dieu, lui, il s'en fout, il est là, c'est bon, je dis vais, moi, il n'y a pas de problème, j'ai peur de rien. C'est plus de la témérité que de la bravoure, mais oui. Et donc ça se finit sur enfin non, pas tout à fait. Donc après ça, évidemment, le peuple que Calès a libéré en tuant tous les guerriers lui demande de les guider. Et puis lui il dit bah en fait je l'ai déjà fait, démerdez-vous, puis il se barre. En disant qu'il a fait ça pour l'honneur. Et mais à la limite c'est pas trop mal, mais il y a une lecture de l'œuvre qui je pense n'a pas été prévue par les auteurs, ou alors je sais pas, enfin faut qu'on en discute. Et après il y a une dernière double page qui reprend en fait les cases qui étaient insérées par-ci par-là des flashbacks de quand il a tué son frère Morat. J'ai pas regardé comment ça se disait en vrai Klingon. Ah mais non, c'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est entre le moment où Oui, c'est l'avant-dernière page, hein, avant qu'ils disent je l'ai fait pour l'honneur, c'est tout. Voilà, et on revoit toutes ces cases qui sont mises ensemble, a priori dans un certain ordre, mais je suis même pas sûr que l'ordre il soit bon. C'est un peu bizarre. C'est un peu difficile à lire, je trouve. Bah, déjà, moi, je suis pas sûr de comprendre qui est le petit frère, qui est le grand frère.
Bon, Alors ça n'a pas forcément le grand d'ultra frère, importance, c'est mais Calès. ok, voilà. Et donc Morat est toujours représenté en blanc, donc on voit que Calès regarde son père s'entraîner, qu'il est fier, puis son frère arrive, il est heureux. Ils ont dans une rivalité plus ou moins saine, ils apprennent à grandir, à se battre ensemble. Et un jour, Moras et son père se disputent, et Moras blesse ou tue, je sais pas, blesse, j'ai l'impression, son père, et s'enfuit. Et Calès le pourchasse et le rattrape. Et on a la dernière image de cette page, c'est la première du comics, où il s'approche vers lui, qui est à terre, en train de le supplier. Ouais, et ça reboucle avec le début du comics, on le voit tuer, ouais. Voilà, donc on voit que c'est l'histoire d'une vie quand même. Mais Ouais. Après, il y a des trucs, notamment, on le voit jeter son arme, là, qui ressemble à un espèce de meclette bizarre, dans l'eau. Et après, il l'a pendant qu'il se bat avec Calès. ce que je ne comprends pas du tout. Je comprends pas comment c'est possible. Enfin, bref. C'est pas très, enfin, si, c'est grave, mais c'est pas, on ne peut pas se focaliser là-dessus. Et voilà, ça se finit comme ça. Donc, alors, déjà, je peux dire un truc, la couverture est magnifique. oui, je la trouve trop c'est belle, vraiment quoi. joli. Elle est vraiment cool. C'est le mec qui a fait le dessin, qui a fait cette couverture. Celle-là, et il y en a une deuxième à la fin, où on voit le visage de Calès, mais sur les traits de l'acteur qui jouait son clone, que je trouve très joli aussi. Ah oui, où il a l'épée Ouais. qui tient le battelette à deux mains devant lui. Ouais, comme un présentoir, ouais. Non, mais les deux couvertures sont très belles. La première est vraiment très klingonienne, avec des des visages durs, fermés, méchants. Ouais, c'est très cool. Mais de toute façon, visuellement, je trouve que cette histoire est assez bien réussie. Ouais, il y a beaucoup de cases qui sont vraiment très bien en termes de mise en scène, en termes de dessin en lui-même et tout. Non, c'est vraiment, même au niveau du découpage, il y a des trucs, c'est pas voilà, c'est pas toujours fabuleux, mais il y a des trucs. Moi, notamment, il y a cette double page pendant le combat final, avec le logo de l'Empire Klingon qui sert de cadre aux cases. Ouais, Et, avec les jambes qui courent, ouais. Je pensais même pas que c'était possible de réussir à faire un truc potable avec ça. Et en fait, si, ça marche assez bien. Eh bien, ça marche en numérique, parce que là, je te montre à toi à la caméra cette double page. Le centre, elle est tellement bien centrée que le centre tombe au repli du livre, et du coup, on voit pas le combat. Ah merde. Ah oui. C'est dommage. Tout l'intérêt de cette image réside sur ce qui se passe en son centre. Oui. Si je décris bien, si je visualise bien, il y a deux guerriers qui se font face avec les ombres projetées. Il y en a un qui a deux armes, il y en a un qui a un bat'less. Alors je sais pas qui est qui, mais ça a l'air cool. Mais Calès est en haut. Ouais. Et oui, effectivement, si faut bousiller ton ton bouquin pour réussir à avoir le milieu, quoi. Non, mais c'est pas grave. Il y a eu un petit problème, peut-être il y a eu un petit problème. Alors, c'est quelque chose qui arrive très souvent, hein, moi, à chaque fois que je lis des comic books, que ce soit du super-héros ou les Power Rangers, par exemple, ils ont très souvent des doubles pages comme ça, et t'as le milieu de la page, tu ne l'as pas, parce que maintenant tout est prévu, et c'est tout à fait normal et compréhensible pour du numérique, donc voilà. Mais bon. Mais tu vois, si ça avait été un format bande dessinée européenne, on n'aurait pas eu ce problème. Ouais. Et oui, parce que notamment, je pense aux Chroniques de la Lune Noire ou à Requiem Chevalier Vampire. Il y a beaucoup de grandes doubles pages très travaillées, et il n'y a pas ce problème sur le milieu, parce que la reliure est faite de manière à ce que quand tu ouvres une page, n'importe laquelle, tu vois le milieu, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est comme ça. Mais ça le fait pas à toutes, hein. Là, je viens de te montrer à toi l'autre double page, la suivante, où Calès fait face au vaisseau ennemi. Et là, on n'a rien qui manque, quoi. Parce que, après, il n'y a rien d'essentiel pile au milieu, quoi. Pile au milieu, voilà. Ouais.
Et ouais, effectivement, c'est dommage. Et puis c'est des trucs que tu t'aperçois qu'après l'impression, quoi. Même après la reliure, quoi. Donc, ils ont peut-être pas assez pris de temps pour refaire des prototypes derrière, je sais pas. Non, mais écoute, je pense qu'ils s'en foutent un peu aussi, on va pas se mentir. Bon, c'était une très chouette petite histoire, cool. Voilà, moi j'allais te demander, mais tu as répondu à ma question avant que je la demande, si c'était une histoire canon entre guillemets ou connue ou des trucs qui revenaient de temps en temps. Ben non. C'était la première fois qu'on l'avait et j'allais te demander également, à plusieurs reprises, il est fait mention des anciens dieux. Et tu sais, Klingon, n'importe quoi, Worf a dit avec un trait d'humour dans un épisode, nos dieux nous causaient trop de problèmes, alors on les a tués. Et là, à plusieurs reprises, Calès fait mention de dire arrêtez de suivre les dieux ou je sais plus quoi. Et voilà, je me demandais à quel point tu trouvais que ça s'imbriquait bien dans la philosophie klingone de l'époque TNG, quoi. Alors c'est un petit problème pour moi. Je me souviens plus en détail du monologue, mais dans l'épisode de Deep Space Nine avec le mariage de Worf et Jadzia, il y a une espèce de comment on appelle ça, Là, je peux pas t'aider du tout. Le mot, mais un truc qu'on dit en fait rituellement dans le mariage. Je le veux. Et en fait, ça raconte l'histoire du premier Klingon et de la première Klingone, je crois. Si je m'en souviens bien, c'est dommage, j'y ai pas pensé, mais j'aurais dû le relire pour prévision de l'émission. J'aurais dû aller lire le script ou revoir l'épisode. Désolé, c'est ma faute. Mais et en gros, ça explique que donc les dieux ont créé ces deux Klingons, et ça explique aussi que ces deux Klingons, en fait, leur cœur uni battait si fort que ça faisait trembler le royaume des dieux. Et donc c'est plus ou moins impliqué que finalement c'est les deux premiers Klingons qui ont tué les dieux, quoi. Voilà. Ah ok, d'accord. C'est dit de manière poétique, etc. C'est pas forcément super clair, faut décrypter un petit peu. C'est cool quand même. Ouais, non, mais rien que dit comme ça, c'est... Ok. Donc effectivement, qu'il y ait des dieux à l'époque de Calès, ça n'a pas forcément de sens dans l'histoire. Après, bon... Je suppose que moi je l'ai interprété comme ça, et je me souviens seulement de mon interprétation et pas du texte tel quel. Donc peut-être qu'il y a un moyen d'interpréter le texte autrement. Après, de jongler là-dessus, quoi. Si on réfléchit 5 minutes par rapport à l'humanité, il y a eu des périodes où l'humanité était particulièrement religieuse, d'autres où elle était particulièrement pas, suivant les lieux, suivant les populations, les époques. On peut se dire que peut-être que les Klingons ont repris un peu de religion, puis réarrêté. Ça peut varier, quoi. Désolé. Oui, on peut considérer ça, ouais, tout à fait. D'autant que ce qui renforce un peu cette idée, c'est qu'il y a un des chefs là de clan, quand il parle de Molor, il en parle presque comme un dieu, justement. Je me demande même s'il dit pas que c'est un dieu ou un truc comme ça. Non. Non, mais c'est un peu tel qu'il en parle, il y a un côté vénération, et donc ça peut faire penser à ce qu'on a connu à une époque en France, la monarchie absolue de droit divin, où finalement le roi est une représentation de Dieu sur Terre. Donc on peut imaginer que Molor essaye, ou en tout cas a tenté de se faire vénérer comme un dieu roi, quoi. Ouais, c'est ça. Alors Molor n'est pas un prétendant, il est le roi rouge de Chronos. Voilà. Et en plus, cette idée de chariot du ciel et tout ça, ça a un côté très divin, quoi. C'est les dieux qui ont des chariots du ciel, des sky chariots. Donc ok, voilà. Comme quoi, il n'y a pas que les êtres humains qui ont été
apporté par... J'ai raté ma blague. J'étais en train de tu sais, ces fameux Mayas qui parlaient des chariots de feu qui auraient créé l'humanité, ce qui aurait amené à ce film de merde. Ah, ça va pas du tout. Le dernier Alien, là, pas le dernier, mais les 2 ou 3 derniers Aliens. Ah, bon, bref. ouais. Oui, bah t'as... Après, non, ça, non, c'est souvent aussi une interprétation très particulière des textes et des traductions qui en ont été faites aussi, hein, ce genre de choses. Ok. Mais après, bon, voilà, même si tu regardes la mythologie scandinave, dont les Klingons sont inspirés, hein, t'as une espèce de double inspiration des Bushi japonais et des Vikings, hein, pour les Klingons de toute façon. Ouais. Ou en tout cas des clichés qu'il y a autour de ces deux j'allais dire peuples, mais c'est pas tout à fait, c'est pas des peuples, mais c'est des je sais pas, des époques voilà. des époques et de ces deux traditions, on va dire. Ouais. Donc ça marche. D'ailleurs, c'est vrai que dans ce comics là, oui, donc j'allais dire, il y a pas mal de dieux dans la mythologie scandinave qui ont un chariot céleste, quoi. Donc bon, voilà. Après, c'est tiré par des chats ou des chèvres ou des machins, et puis ça vole, quoi. Mais donc bon, si t'as envie d'interpréter que c'est des vaisseaux spatiaux, tu peux. Mais bon, c'est pas la seule interprétation que tu peux en faire. Ouais. Voilà. Ok. Tu parlais tout à l'heure de justement de l'inspiration des japonaises, en tout cas dans historique du Japon. C'est vrai que ça se ressent beaucoup dans ce comics. Bah, déjà, le père de Calès, ils l'ont appelé Kanji. J'ai trouvé ça un peu, je sais pas, un peu exagéré, enfin un peu trop évident. Les kanji, c'est le nom des caractères dans certaines formes d'écriture du japonais, parce qu'il y en a plusieurs. Je sais plus laquelle, mais je sais que c'est le nom qu'on donne aux caractères de l'écriture d'une des écritures du japonais. Est-ce que tu te souviens du nom du méchant dans Star Trek numéro 6, The Undiscovered Country? Celui qui est joué par Christopher Plummer? Ouais. Non, je l'ai plus en tête là tout de suite. Il s'appelle Chang. Ah oui, Chang, oui. Oui. Donc, bon, c'est plus chinois que japonais, mais bon, enfin voilà, niveau facile. Bon, bref. Oui, bah oui. Qu'est-ce que... Oui, bah d'ailleurs, ça c'est parmi les trucs un peu bizarres de la narration, c'est un truc que j'ai bien aimé, c'est justement quand il va voir les trois dirigeants de clans qui sont dans ce cratère de volcan. Il y a quelques cases au début, quelques cases après, mais le cœur des conversations, c'est une double page avec des cases qui font toutes la même taille. Il y en a 4 par 8, où en fait ça s'enchaîne et ça se fait en parallèle. C'est-à-dire qu'on alterne plus ou moins entre les chefs de clan. On comprend que Calès, il leur dit plus ou moins la même chose, et eux ils répondent un peu chacun à leur manière. Et ça aurait pu être très confus, et je trouve que en fait ça marche bien. Ça marche bien, ça montre que lui, il se comporte de manière égale avec eux trois. Et ça donne aussi la personnalité à chacun des trois, parce qu'en alternant, on voit qu'ils réagissent pas forcément tous pareil, quoi. Donc j'ai trouvé ça pas bête. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Oui, tout à fait. Tout en faisant comprendre que que au final, quoi qu'il arrive, la conversation évoluait de la même manière dans tous les cas, même si c'était pas les mêmes réactions, la même vision, même si c'était pas les trois mêmes chefs, quoi. Il commence en se moquant de lui et il termine
en allant l'affronter. Donc c'était assez cool à lire. Et puis ça permet d'éviter les redites de genre tu as une première page qui est découpée en 3 où il fait face aux 3 chefs, une deuxième page où il se présente, donc tu sais qu'il dit la même chose à tout le monde, et la troisième qui est une double page que, comme tu disais, où chaque case représente simplement des visages. Et je trouve très efficace, très malin. Ça permet de gagner des pages et ça permet de casser le rythme aussi d'une BD classique, quoi, avec une page 4 cases et voilà. Non, mais de toute façon, enfin voilà, niveau rythme, très agréable à lire, une réussite. Ouais. C'est pas sans être, tu vois, je pense que dans 2-3 ans, j'aurai le souvenir d'avoir passé un bon moment, mais je me souviendrai pas de l'histoire par contre. Ah oui. sans être particulièrement marquant non plus. De même que celle sur les Ferengi non plus. Je suis pas certain de m'en souvenir après. Voilà. Mais d'un côté, je me souviens pas beaucoup. Oui, non, après c'est de manière générale des comic books. Ouais. C'est normal, je pense. C'est pas non plus des trucs qui sont faits pour être des chefs-d'œuvre qui vont te marquer la vie. Voilà. Mais voilà. Et par contre, du coup, j'ai quand même quelques petits. Alors, non, peut-être parler de l'aspect politique d'abord. Un truc que je trouve intéressant. Donc, au départ, il dit qu'il veut parler d'honneur, quoi, rendre l'honneur aux Klingons, le donner aux Klingons. Eux, il envoie bouler, et notamment dans la conversation, il y a le chef de clan, j'allais dire le plus jeune, mais parmi les 2 mecs, le plus jeune des 2. Gorath. Voilà, donc il parle de Molor, il parle des dieux, et Calès, il lui répond je ne crois pas dans les dieux, et je ne crois pas dans les maîtres. Et ça, ni dieu ni maître, c'est un slogan anarchiste. Oui. Et français, non, en plus. honnêtement, je sais pas d'où il vient. Mais il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais il me semblait avoir lu quelque part que ni Dieu ni maître, c'était une française, pardon, j'ai coupé mon micro sans faire exprès. Je me fais mute par les antifas. Ouais. Par les fa. Pardon. Et notamment, il parle quand il parle de la manière dont il traite le peuple, notamment. Voilà, il dit notamment votre peuple est affamé pendant que vos guerriers festoient. Voilà, et ça fait, il y a un côté lutte des classes, quoi, là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a ça dans ces dialogues-là, donc dans cette double page. Et en fait, tout ça, c'est complètement évacué parce qu'à la fin, Calès, il dit que tout ce qui l'intéresse, c'est l'honneur. Donc au final, est-ce qu'il en avait vraiment quelque chose à faire des arguments qui leur opposent sur leur manière de gouverner? Ouais. C'est un peu bizarre. Mais, comme il leur dit débrouillez-vous et qu'il s'en va, il refuse de devenir leur chef. Et donc il se retrouve sans dirigeant. Oui, du coup, il remet une couche sur pas de maître. Ouais, c'est vrai. Mais donc il y a un petit côté ambigu avec ça, mais je trouve ça, je trouve ça rigolo. Je sais pas si ça mène quelque part, mais ça m'a parlé un petit peu. D'accord. Après, vu qu'il est, oui, je pense que c'était profondément, surtout, rien à foutre de rien. Je veux tout. Ouais, je sais pas. Non, je pars dans des mauvais trucs. Mais bon. Je trouve que, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est que même si c'est de la science-fiction, parce que c'est du Star Trek et qu'on voit un vaisseau spatial, tout ça, étant donné que c'est une légende, que ça parle d'un héros légendaire, etc., on est quand même beaucoup dans l'heroic fantasy en même temps. Et il y a un défaut que je retrouve souvent dans le médiéval fantastique et l'heroic fantasy, c'est que on parle toujours du méchant roi qui doit être remplacé par le gentil roi. Et j'ai toujours été gêné, pourtant je suis un grand fan de médiéval fantastique et de fantasy, j'ai toujours été gêné un peu par ce truc-là parce que on vit quand même, en tout cas nous et les auteurs des bouquins dont je parle, dans des pays
où on considère que la démocratie c'est quand même plutôt une bonne chose. Enfin, j'espère, ou alors j'ai loupé un truc. Et on se retrouve avec des histoires qui sont royalistes en fait. Je suis totalement, extrêmement d'accord avec toi. Tout le temps, que ce soit dans les livres, dans les séries, dans les films. Le prince vient pour tuer le méchant roi et c'est insupportable parce que t'as cette notion du bon gouverneur. Et alors je suis désolé, hein, je sais qu'il y a des pays, même en Europe, hein, s'il y a des Espagnols francophones qui nous écoutent, je suis désolé, mais enfin je trouve ça profondément gênant aujourd'hui avec notre culture d'entretenir ça. Et je pense que ça fait partie des raisons pour laquelle on a eu la production d'un film aux propos absolument gerbants l'année dernière, en 2022, qui est sorti ce début d'année. J'ai oublié le nom de ce film, je ressortirai, mais produit par Le Puy du Ouf, qui est absolument inadmissible selon moi. En tout cas, oui, c'est-à-dire qu'il relève d'une idéologie qu'on espérerait qu'elle appartienne au passé, quoi. Vaincre ou mourir. Oui, c'est Philippe de Villiers. Oui. Encore lui. C'est toujours lui. Voilà. Oui, non, bah oui, c'est... Voilà. Non, mais là, en l'occurrence, du coup, Calès ne fait pas ça. Ce film est du complet révisionnisme historique. C'est vraiment... voilà. Bah, on est dans l'apologie de la monarchie de droit divin, en fait, hein, tout simplement. Monarchie absolue. Et attention, avant toute chose, quelque chose qui est bien à savoir, le film n'a absolument pas été empêché d'être distribué, n'a pas été bloqué, n'a pas été interdit nulle part, d'accord. Au contraire, le film il a été distribué dans plus de 400 salles en France, ce qui pour un film français, à part les méga blockbusters, est très correct. Il a été distribué partout, c'est juste ses propres moyens financiers qui ne lui ont pas permis d'exploser partout. Donc parce que il jouit de cette réputation de film qui gêne tellement de gens qu'on l'empêche de croître. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. Ouais, ça c'est du marketing de la réactance encore, ça. Ouais, c'est marrant. Voilà, je vous invite à aller sur la chaîne de Horizon Gull et chercher Réactance, chaîne YouTube d'Horizon Gull. Vous allez apprendre des trucs sur comment on nous manipule sur l'idée qu'on risque de perdre une liberté et qu'on utilise ça pour nous enlever des libertés. C'est assez édifiant. Voilà, Calès, il nous offre la liberté et il nous la jette à la gueule. Et il nous dit maintenant, vous débrouillez. Alors je suis pas convaincu que ce soit une très bonne solution, parce que des gens qui sont habitués à être dirigés se retrouvent comme ça d'un coup. C'est exactement ça. Il a tué tout le monde, tous les décideurs, tous les chefs, machin. Imagine, il y en avait un parmi eux, c'était probablement le délégué à celui le ministre de l'agriculture, hein, vu que tous les clinquants sont des guerriers. Ben, le délégué à l'agriculture, maintenant qu'il est mort, ils vont faire quoi? D'ailleurs, pour ça, il faut surtout pas regarder le réalisme dans cette histoire, parce que je vois pas comment ils peuvent avoir une agriculture et juste amener de la bouffe dans leur volcan. Oui, non, mais oui. Il n'y a pas de champ, il n'y a rien, et autour c'est le désert, tu sais, c'est le désert montagneux. Oui, je sais pas comment ils mangent. Ils mangent des cailloux et des targues. Ouais, voilà. Alors, c'était un peu mignon, tiens, d'ailleurs, Calès qui devient copain avec un targue, là. Ouais, c'était un peu débile aussi, mais oui. Mais d'un côté, surtout qu'après on le voit plus dans l'histoire. Même quand on le voit repartir de l'endroit avec les trois du volcan, bah le targue il part pas avec lui en fait. On sait pas ce qu'il est devenu, il disparaît au milieu de l'histoire. Ou alors j'ai loupé un truc. Peut-être que le vaisseau spatial l'a emporté. Parce que pendant le combat il y est, il se bat avec les ennemis et puis après il disparaît. Mais c'est le dessinateur qui a dû se dire, oh merde, j'ai oublié. J'en ai marre de dessiner le targue, là il a trop de cornes et de en plus il est pénible à dessiner. Ouais. Voilà. Oui, il y a un moment un peu ridicule où il escalade la montagne avec le targue dans son sac à dos
disons que heureusement qu'il y a la perspective qui permet de cacher comment le Targ il tient, parce que ça paraît pas très possible en fait si tu réfléchis 2 secondes. Ça me rappelle cette image de Tarzan qui porte Jane et qui est en même temps en train de se balancer sur une liane. Je sais pas si tu l'as déjà vu dans le Tarzan de Disney. Il y a ça passe dans le dessin animé. Tarzan vient de la droite vers la gauche en portant Jane dans les bras. Sauf que il tient Jane avec ses 2 mains. Et du coup, on sait pas comment il fait pour se balancer. Et donc, il y a plein de gens qui se sont moqués. Et tu as le reverse qui n'est pas du tout... enfin, c'est une blague, quoi, où on le voit tenir la liane entre ses fesses. Ah, oui. C'est très, très rigolo. Il me semble que j'avais dû voir le gif où il tient la liane entre ses fesses. Ouais. Ça me dit un truc. Mais oui, en fait, alors il y a un problème avec ça. Alors les dessins sont très beaux, mais il y a souvent des problèmes de proportion quand même dedans. Typiquement avec le Targ, c'est-à-dire que quand il se bat avec lui, un coup le Targ il est plus grand et plus gros que lui. Et puis quand il escalade la montagne avec le Targ, il a l'air beaucoup plus petit du coup. Sinon on comprendrait pas comment il peut tenir sur son sac, puisque c'est juste pas possible. Et d'ailleurs il y a 2 cases côte à côte où vraiment on le voit, il est debout, il a le Targ derrière lui dans son dos, sur le sac. Et puis après, la case juste à côté, on le voit qu'il pose le Targ, et le Targ il a doublé de volume, quoi. C'est juste pas possible. Et par contre, l'image est super classe. Une fois que Calais est arrivé en haut au sommet du volcan, il y a une image où il y a sa cape qui vole au vent derrière lui, le Targ qui est debout la classe. À côté, il tient son battelette, il est droit, voilà, bien un peu cambré. On est dans le code de l'heroic fantasy à fond là. Ah bah ouais, ça fait couverture de jeux vidéo un petit peu. C'est du classique en termes de mise en scène, mais ça marche super bien, quoi. Je trouve toujours cool les capes qui s'envolent comme ça. Tu les fais sortir de la case, et comme ça tu ne sais jamais la longueur exacte, machin. C'est trop cool. C'est un côté un peu extrêmement mythique. Vraiment fun, quoi. Moi j'adore les capes. Ouais, et puis ça permet aux dessinateurs de s'amuser à faire des jolis drapés. Par contre c'est pas pratique pour se battre. D'ailleurs il l'enlève. Oui, alors il le garde pour se battre contre Morat, son frère, mais il l'enlève pour le combat final où il tue tout le monde. Il tue 3 armes à lui tout seul. Voilà. Ouais. J'ai un petit truc à dire sur les armes des Klingons qui me gêne un petit peu, c'est-à-dire que ils ont bien fait attention à ne... Enfin, c'est ambigu mon avis dessus, mais ils ont bien fait attention à ne pas mettre de bat'let, puisque c'est Calais qui a créé le premier bat'let, non, et qu'il l'a dans la main. Ah non, il a 2... Ah mince, voilà. Oui, d'accord. Okay. Mais, justement, la moitié de leurs armes, c'est des dérivés du bat'let, ce qui, du coup, je trouve que c'est un peu... Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça reprend des bouts du design du bat'let, et le bat'let il vient d'être inventé par Calais, quoi. Toi t'aurais considéré que c'était l'inverse. Là en l'occurrence il aurait pris 2 comment t'appelles ça, des meclettes, c'est ça? Oui, des meclettes, ouais. Bah là, il y en a. Et il aurait pris 2 meclettes qu'il aurait collé l'un sur l'autre et joint à la lame. Ok. Ouais, ça fait que plutôt que le bat'let inspire les armes, c'est l'inverse. Voilà, et en termes de mythologie, du coup, je trouve que ça marche beaucoup moins bien. Ben, c'est surtout que c'est pas très logique, c'est-à-dire c'est comme le sabre laser de Dark Maul. Si tu réfléchis, en fait, on est bête d'être surpris qu'il y a un mec qui ait un double sabre laser, parce qu'en fait c'est tout à fait logique. Dès que tu mets une lame dans un sens, il y a forcément un mec un jour qui s'est dit attends, je vais mettre la même chose de l'autre côté, ça peut être 2 fois plus dangereux, ça peut être cool. Donc oui, c'est vrai que tu te dis en fait il a créé un truc que tous les Klingons auraient dû avoir créé déjà depuis des centaines d'années. Ok. Bah ouais, c'était pas forcément dans ce sens-là, mais surtout que c'est un peu... Enfin, autant sur le bat'let ça marche parce que c'est courbé et que les pointes sont vers l'adversaire, autant sur un sabre laser, bon... J'aime beaucoup ce film d'ailleurs, pourtant tout le monde déteste la prélogie, mais non, c'est fini. Je l'aime beaucoup. Mais il faut quand même dire que un double sabre laser, c'est le meilleur moyen de se tuer soi-même. De se couper soi-même. Voilà. Écoute, il a été coupé en 2, mais pas par lui.
Et par contre, il y a des trucs que j'ai trouvé dans les armes qu'ils ont inventé pour le comics. Il y a des trucs que j'ai trouvé pas mal. Alors bon, déjà, cette espèce de meclette étirée, là, bon, pourquoi pas. Mais je me dis, ils auraient pu... Alors, il y a un truc qui est manqué, là, au niveau des dates de sortie, parce que on voit la nouvelle arme de Worf dans Picard, là, le Curlet, qui est super cool. En même temps, c'est normal, ça a été designé par la même personne qui a designé le Batlet et le Meclet, par Dan Curry. Donc c'est logique que ça soit super cool. Et qu'ils auraient pu carrément mettre dans le comics. Ça, c'est dommage. À la place de leurs espèces de meclettes avec un bout pointu, là. Qui sont pas des meclettes. Ça, ils auraient carrément pu le faire. Les meclettes en eux-mêmes, ils auraient pu en mettre, hein, ça, je pense que ça aurait... Ah, il y en a, pardon, je dis rien, il y en a. Voilà, il y a cette espèce de hache, là, alors ça c'est très marrant, je sais plus si on en voit dans Star Trek. Mais je crois que c'est un design de Kit Rae. Et Kit Rae, c'est un designer d'armes qui a notamment fait une version j'y arrive plus. De DAC-Tag qu'on peut acheter, voilà, DAC-Tag en acier, quoi, en vrai, qui a ensuite été, donc qui est différent du DAC-Tag des séries à la base, parce qu'il voulait éviter d'avoir des problèmes de droit. Bon, il en a eu quand même au final, mais bon, bref. Et qui a ensuite été repris dans Génération, et plus tard dans la série Picard aussi. Ok. Qui est devenu canon après coup. On en voit un qui a les dagues d'assassin, là, des Klingons, donc ça c'est pareil, ils ont repris un truc de Klingon. D'ailleurs, je me demande, non, pas celle-là. Les espèces de lances, tu vois, les espèces de lances avec un demi-battelette au bout. Je crois qu'on en voit dans TNG, dans les appartements de Worf. Et bon, on en voit aussi dans... Si on enlève le côté dommage dont je parlais, je trouve ça assez cool qu'on en revoie de ces armes-là, parce que elles sont assez classe. C'est pas ce qu'on voit dans l'épisode où Worf il découvre une planète sur laquelle il y a des Klingons mais qui sont pacifistes, machin. Il leur réapprend à utiliser la guerre. Il joue avec des espèces de lances et des cerceaux. Et Worf leur dit non, c'est pour s'entraîner à le lancer. Bon, c'est pas celle-là. D'ailleurs, tu vois, ça c'est dommage parce qu'ils auraient pu utiliser celle-là. Il n'y a pas d'arme de lancer parce que elle ne ressemble pas à un Batlet. Donc ils auraient carrément pu utiliser ces lances-là, ces lances d'Intac. Okay. Oui, en fait, et puis surtout, il y en a un qui ça sert pour bêcher de la terre. Oui, c'est vrai. Il est scandalisé. Il est scandalisé, oui, c'était marrant ça. Mais d'ailleurs, personne n'utilise d'armes de jet. On n'essaye pas de le tuer à distance. Bon, ça va à l'encontre. Ouais, mais ça va à l'encontre de l'honneur, même s'ils sont déshonorés ceux-là. Mais bon, quand t'es aussi nombreux, au bout d'un moment. D'ailleurs, ils ont inventé une lance qui a un design qui fait un peu oriental, mais alors c'est peut-être un peu raciste de dire ça, je sais pas. C'est ce que ça m'évoque, mais alors j'ai aucune base de comparaison pour le dire. Et ils ont fait un truc que je trouve pas bête aussi, ils ont fait un DAC-Tag long. Ce qui fait que ça fait un genre d'épée, quoi. C'est la même une épée avec c'est une épée, quoi. Avec un trou au milieu, c'est marrant. Ouais, mais j'ai trouvé ça... pas très... un peu fragile, non? Enfin oui. Bon, bref. Ah oui, ça a pas l'air solide du tout. Et encore, c'est pas tellement le trou au milieu, c'est plutôt l'axe d'où sortent les petites lames. Là, pour moi, c'est un truc qui casse la première parade, quoi. Mais bon. Ouais. Puis en plus, on peut même pas dire que c'est un métal du futur parce que c'est pas dans le futur. C'est ta gueule, c'est semi SF. Oui, effectivement, il y en a. C'est fantastique. Ouais. Effectivement, il y en a un qui tient son espèce de meclette bizarre à l'envers. On sait pas trop pourquoi. Ah mais en plus c'est Morat, c'est le frère de... Morat, ouais, voilà, je t'ai envoyé 2 photos parce qu'en fait l'épée longue meclette, je comprends pas. Il y a une lame qui revient vers le poignet, donc c'est absolument immaniable. Là il le tient à l'envers. Si tu regardes sur d'autres cases, il y a d'autres guerriers qui en ont et ils les tiennent avec la pointe de l'autre côté. Ah ben oui, sur la fameuse case. Okay. Ce qui est d'autant plus bizarre que du coup, ça veut dire que la lame, elle est oublié dans quel sens ça se tenait entre 2 cases, quoi. Ou alors peut-être que c'était
J'en sais rien, mais surtout que la lame est courbée. Cette arme n'a pas de sens. Je comprends pas. Enfin bon, bref. Enfin, pour moi, si Ok. tu la tiens correctement, elle a du sens. Hein. En fait, ça ressemble à des armes historiques comme le Falx ou le Ramfaya. Sauf qu'il y a une garde en plus, mais c'est juste que là, il la tient à l'envers, quoi. Ouais, d'ailleurs, et non, mais là, oui, j'ai vu une autre case où à nouveau il la tient à l'endroit et ça a plus de sens. Ouais. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on peut noter quand même que ils se sont amusés à inventer plein d'armes et que c'était marrant, quoi. Voilà. Elles sont pas toutes très logiques, elles sont pas toutes très C'est jolies, fun. mais bon, voilà, c'est fun. Voilà. Ok. Par contre, je parlais des proportions. Le battelet de Calès, il change de taille tout le temps, c'est insupportable. C'est insupportable. Un coup, tu te demandes comment il pourrait réussir à mettre deux mains dans sa poignée, et puis des fois, il fait sa taille quasiment. Enfin, peut-être pas quand même, mais voilà, c'est un peu dommage. Surtout que bon, je veux dire, gérer des proportions sur un truc comme ça se fait, quoi. Enfin bon, tu vois, tu prends tes repères. Ouais. Bon, on va peut-être pas rester non plus 3 quarts d'heure. Désolé. Là, on est déjà une demi-heure sur Klingon. Bon, c'est un peu Désolé, c'est vrai que là, c'est ta mon passion tréquienne, mais on va avancer. On vous conseille ne serait-ce que la lecture de ce numéro-là, Klingons. Je redis juste les personnes qui ont travaillé dessus parce qu'il y a du monde. Écrit à 4 mains, donc je le disais, par Colin Kelly et Jackson Lansing. Dessiné par Timothy Green 2 of Magnus Arts et colorisé par DC Alonso et toujours lettré par Neil. Alors là, Neil comment? Ah pardon, T'arrives à le lire, toi? je l'ai oublié, je l'ai plus sous les yeux. Impossible à lire. Bon, bref, un Nail mec. Uyetake. Uyatake qui a fait les trois trucs et on va enchaîner, sauf si tu as des dernières choses à dire sur Klingons. Moi, je pourrais toujours en trouver, mais je vais arrêter là parce que si tu sais, moi quand je pars sur les Klingons, je m'arrête plus. C'était cool. Vive Calès qui nous amène l'honneur. Et on enchaîne avec Ferengi. The Future is Female. Écrit cette fois, mais j'ai perdu la page, écrit par Christina Rice, dessiné par Andy Price, ancré par Maria Keane, colorisé par Charlie Kirchhoff. Charlie Kirchhoff, il me semble avoir déjà lu ça quelque part, mais j'ai plus de soucis de souvenirs. Est-ce que tu te sentirais de faire un résumé en quelques phrases de ce numéro? Oui, donc c'est un peu complexe, hein. Bah, si on veut faire très vite, en gros, Quark se retrouve embringué de plus ou moins contre son gré dans une combine de sa mère, qui aide des femmes Ferengi à quitter Ferenginar pour aller faire du commerce dans le cadran Delta. Oui, c'est pas juste pour les libérer, c'est pour les libérer, continuer à faire du commerce. Parce que les femmes Ferengi, dans la culture Ferengi, n'ont pas le droit de quitter la maison, n'ont pas le droit de s'habiller, n'ont pas le droit, surtout pas le droit de faire du profit. Voilà, en fait, ils n'ont pas droit de grand chose en fait. Voilà. Et la mère de Quark les autorise à tout faire et les aide à tout faire. Et c'est une révolution complète. C'est un numéro très intéressant parce que il démarre un peu comme un rêve. Tu sais, moi, sur le coup, je me suis dit, dans quoi on part? On part dans un délire. Il y avait des personnages qui apparaissent dans tous les sens. Alors, ça se passe sur Deep Space Nine au démarrage. On croise des personnages, mais il y a des... Quark suit une personne qui marche. Et tu sais, ça fait un peu comme... on peut le voir des fois dans certains jeux vidéo quand notre personnage a des hallucinations. Il suit une personne qui passe une porte et puis la pièce suivante, elle est toute blanche, il n'y a plus de décor. Puis il passe une autre porte, la pièce encore suivante est encore différente. On croise des personnes de manière un peu aléatoire qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Enfin, et ça commence un peu comme un rêve. J'avais pas vu ça comme ça, mais je comprends pourquoi tu l'as vu comme ça, ouais. Ouais, avec Quark qui donc aperçoit dans son bar une silhouette. Il se dit, il y a un truc qui cloche avec cette silhouette. Voilà, on voit que c'est un ou une Ferengi et il se dit, on dirait une femme. Et c'est pas normal. Et donc il la suit.
Et il s'avère que cette femme faisait partie de ces personnes qui quittent Ferenginar et qui étaient hébergées chez Rome, donc le frère de Quark. Et commence toute une histoire où Quark retourne mettre une belle engueulée à sa mère. Et en fait, ce qui, moi, m'a particulièrement marqué dans cette histoire, c'est pas tant l'histoire en elle-même, c'est le montage, les images. Il est complètement délirant, ce comic book. C'est incroyable. On a un petit peu d'horreur avec des couleurs très sombres quand on est sur Ferenginar, avec la pluie, du vert, du noir. On a un côté complètement, comment on dit, plein de couleurs et de courbes. Là, tu sais ce qui se faisait dans les années 70. Moi j'allais dire psychédélique, mais... Ouais, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. On a du psychédélisme dans tous les sens, très souvent. On a des changements de proportions, on a des ombres projetées, par exemple, sur certaines cases, quand la mère de Quark prend l'ascendance dans la discussion, elle est présentée comme une femme très très longue, fine, et lui un peu plus rapiécé par rapport à elle. On a des arrivages, il y a du vaudeville, tu sais, et les gens se crient dessus à travers des pièces. Il y a tout le temps quelqu'un qui débarque d'une pièce. Enfin, c'est très extrêmement vivant. On retrouve le personnage de Brunt qui arrive par une porte. Il est dans une position super bizarre, un peu à genoux, accroupi, et puis il repart par une porte limite. Tu vois, la porte elle est toute bleue. Ce serait presque une porte des étoiles. Tu vois, il disparaît plus qu'il n'apparaît. Oui, avec un éclair. Ouais, c'est dans marrant, l'orage c'est derrière presque, et tout, ouais. c'est génial. D'un coup, la mère de Quark tire un tapis, il y a un passage secret sous la maison qui amène droit dans une maison d'une autre maison, chercher une autre femme. On comprend pas comment ça marche. C'est absolument génial et c'est complètement fou, loufoque et génial parce que honnêtement, cette histoire qui est au demeurant super chouette de révolution féminine, ben si tu trouves pas un bon angle pour la raconter, elle peut être un peu chiante, quoi, je pense. Si t'as pas parce que l'effet humour pur de Quark qui est choqué de voir sa mère faire ça, ça marche quoi, 3-4 pages au bout d'un moment, enfin à chaque page, il est choqué par sa mère qui refuse toujours de s'habiller, qui essaye toujours de faire du profit et qui a des révolutionnaires. Bon, ben, on a compris que ça le choquait, quoi. Mais si tu mets pas ça en scène d'une certaine manière, ça peut plus marcher, quoi. Et là, en l'occurrence, je me suis fait prendre au jeu. À des moments, je me disais bon, et en fait non, ça repart. Et c'est tout le temps fun. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Et d'ailleurs, on a un petit truc que je vais te poser par rapport à la temporalité un peu plus tard. Vas-y, dis-nous ce que tu en as pensé. Eh ben écoute, tu m'as un peu piqué mes mots parce que c'est vraiment à la fois dans la narration et dans le visuel, il y a vraiment une espèce de convergence entre ces deux trucs-là où comme tu dis, ça part dans tous les sens, mais c'est maîtrisé en fait et c'est absolument génial. Et il y a vraiment ce côté complètement psychédélique qui est annoncé par la couverture d'ailleurs, hein, voilà, et en même temps à Oui, chaque totalement. enfin presque, c'est un peu une exagération, mais presque à chaque case, on a un style de dessin et une ambiance différente, quoi. Et ça change tout le temps, ça bascule tout le temps d'un côté à l'autre. C'est comme tu dis, c'est génial. Il y a vraiment un côté expérimental en plus parfois dans les cases. Notamment, je pense à une case où pendant qu'il poursuit la femme qui est avec sa cape là. Il y a une case en fait où on voit Quark en plan américain de dos, où il est en train de tendre les bras parce qu'il essaye de repousser quelqu'un qui l'empêche de poursuivre la personne qu'il a vue. Et en fait, sa chemise, le dos de sa chemise, c'est une case qui montre son visage et sa réaction quand il réaperçoit la personne qu'il est en train de poursuivre. Et c'est génial, il fallait y penser à un truc pareil quand même. Ouais.
Et ensuite, son bras, du coup, il sert à délimiter, donc son bras et le bord de cette chemise, à délimiter encore une autre case. Enfin, c'est un découpage qui est incroyable. Il y a une inventivité là-dedans qui est... Et si tu remontes à peine, le bas du corps de la personne avec qui il est, c'est le bas de son corps à lui-même au-dessus. Enfin, c'est une espèce de robe, ça correspond pas tout à fait, mais tu vois le mouvement qui suit, quoi. C'est pas le bas du corps, c'est la décoration. Ah oui, la décoration dorée et rouge qu'il y a dans son bar. C'est fou. Mais c'est vraiment surprenant. C'est très vaudevillien. Et il y a un côté aventure avec ces images sur les bottes, tu sais, dans les films d'aventure, genre les Trois Mousquetaires ou les trucs comme ça, des années, les films des années 50-60, le film de Cap et d'épée, on avait beaucoup d'ombres projetées et d'images de gens qui courent avec des bottes rouges ou vertes, hyper flashy. Et on a que ça partout, à toutes les cases. Et la personne qui a fait la colorisation, alors attends, je me souviens plus. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est un mec. Non, c'est une femme. Maria Keane a fait un travail. Ah non, ça c'est l'encre. Charlie Kirchhoff a fait un travail de malade mental en colorisation. C'est vraiment. Oui. C'est vraiment génial, quoi. C'est des couleurs vives, du travail d'ombre sur les visages parfois. Quark, c'est un Ferengi, ils ont beaucoup de plis sur le visage. Alors, c'est compliqué à dessiner un Ferengi, donc parfois les visages sont pas toujours hyper gracieux, mais d'autres fois c'est incroyable le niveau de détail, vraiment cool, quoi. Oui, puis ça suit bien en plus l'alternance entre des dessins très simples et épurés et des dessins beaucoup plus travaillés. Ouais. Et c'est, il y a une dans cette espèce de désordre coloré, il y a une harmonie qui se crée par cet autre côté-là, quoi. Ouais. Et c'est un, visuellement c'est un sacré trip. Hein. Ah ouais, totalement. Moi, j'en viens à dire que si Klingons vient à lui seul, vaut à lui seul la justification de l'achat de ce bouquin, Ferengis vaut à lui seul la justification de l'achat de ce bouquin. Ah bah on verra si on dira la même chose des Trills. Écoute, tu pourras pas me contredire, tu l'as pas lu, donc voilà. Mais ouais, il y a une case aussi qui me fait mourir de rire, c'est quand Rome refuse la barre de Latinum que lui tend la nana qui l'aide à partir dans le cadran Delta. Et t'as Quark qui est là, mais c'est le monde à l'envers. Enfin, dans quel monde alternatif je suis tombé une Ferengi qui a de l'argent à offrir et puis un mec Ferengi qui le refuse. Enfin, et en fait, la tête qu'il a à ce moment-là, en fait, elle est quasiment complètement dans l'ombre et on voit que ses yeux et ça fait très très cartoon. Et ça marche super bien. Rien que le visuel, il est drôle en fait. Ouais, et donc, mais de toute façon, la blague derrière par-dessus, c'est comme ça qu'il faut traiter les Ferengi, quoi. C'est de base, ils ont été créés en poussant les potards à fond, à 11, et c'est comme ça qu'il faut les traiter, c'est de manière complètement débridée et complètement folle. Et t'as à nouveau une autre blague un peu plus loin où ils font un assaut dans une maison, ils attaquent une personne, et au moment de partir, Rome veut mettre de l'argent dans la tirelire pour présenter ses excuses. Et enfin, je sais pas si c'est pour présenter ses excuses, c'est parce que ça se fait dans la tradition. Quand tu rentres dans une maison, tu donnes des sous, quoi. Ouais. Et pareil, t'as Quark qui lui dit non mais tu te fous de moi ou quoi? C'est génial. Rome est super. Et le dessin est génial parce que la tête qu'ils font tous les deux sur ce dessin, ça marche super bien. Le cadrage, il y a un espèce d'effet de loupe du coup qui sur la tirelire justement. Ouais. Il est super beau ce dessin aussi. Ouais. Il est super bien pensé en tout cas. Et mais tu vois, moi, ça me vient à il y a un truc que je n'aime pas du tout dans les comic books, et notamment dans les comic books sur Star Trek, c'est les propensions qu'ont les dessinateurs-dessinatrices à essayer de faire ressembler leurs personnages aux acteurs-actrices qui les incarnent.
Et dans l'occurrence, avec Quark, Rom et leur mère, dont j'ai oublié le nom, ça marche. J'allais parce dire que... Moogie, mais Moogie c'est pas son Ok, vrai nom, c'est Ishka. Moogie, oh, Moogie. Ishka. Ça fonctionne parce que de toute façon, ce sont des personnages au visage tellement grotesque, emplis de plis et d'arrondis et de machin, que enfin, ça marche, quoi. Mais c'est Brunt aussi est bien réussi. Donc pour le coup, ça me fait mentir, ça réussit bien là où j'aurais pensé que ça aurait dû échouer en temps normal. Ouais. Et au niveau du... Ouais, pour le côté psychédélique, il y a toutes ces cases où il y a des lignes de dialogue qui sont avec cette forme d'écriture psychédélique et qui marche super bien aussi, c'est génial. Ah, le Let's Get Out of Here de la mère qui... non, Move the Way... Oui. Move out the way. Out of the way, oui. Et qui est merveilleux, quoi. En plus, on dirait on dirait l'empereur Palpatine en train de durer. C'est à cause des replis, ça, c'est méchant. Je sais pas ce que j'ai avec Star Wars, j'arrête pas de parler Star Wars, je suis désolé. C'est très, 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 très cool. Et t'as justement la case à côté où le garde se demande ce qui se passe et puis les deux autres sont en train de réaliser ce qu'ils sont censés faire. Bah, elle est très... Autant la tête d'Ishka est très détaillée quand même, hein, avec tous les effets d'ombre qui se mettent sur les plis et tout. Et celle d'à côté fait très cartoon, où ils sont des têtes de cons en trucs très stylisés. Et ces alternances fonctionnent super bien. C'est pas comme dans certains comics où tu vois que en fait c'est dessiné cartoon parce que le dessinateur a pas le temps et qu'il faut qu'il fasse sa case vite et que non, là tu vois que c'est pensé en fait. C'est pensé, il y a un sens, il y a une logique derrière, quoi. C'est exactement ça. Je suis totalement d'accord. J'ai une question pour toi. Il y a un peu plus loin, à nouveau, une case extrêmement graphique avec un éclair blanc qui inverse les ombres noires et blanches. Bon, bref, voilà. Dans laquelle Quark dit à Moogie mais qu'est-ce que le grand Nagus va faire de toi? Qu'est-ce qu'il va te faire? Et elle lui répond laisse-moi, c'est mon problème, le grand Nagus, je m'en occupe, machin. Et il répond, mais what does that even mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, à ton avis, cette histoire, elle se situe quand? Ben pour moi, ça se situe pendant que leur relation est encore secrète et que personne n'est au courant. Voilà. Moi, c'est clairement ce qui me vient en tête quand je vois cet échange. Parce qu'elle est tellement là, t'inquiète, j'en fais mon affaire du grand Nagus. Et le fait que Quark relève la chose, ça veut clairement dire quelque chose, quoi. Ouais. Bon, soit c'est à ce moment-là, soit c'est avant qu'ils soient ensemble, mais que peut-être que... quoi. Ouais, peut-être que le fait c'est très bien qu'il est attiré par elle et que voilà, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Enfin bon, de toute façon, en plus ce couple est vraiment cool, je trouve, dans la série. Bon bref, c'est voilà. Et même de suite après, tu vois, à nouveau, elle est ultra stylisée, elle est extrêmement amaigrie, allongée, on dirait, je sais pas, une elfe ou un truc comme ça. Quand elle vient provoquer les gardes, là. Ouais, voilà, parce qu'elle est habillée, c'est ce qui est innommable. Ah mon Dieu, elle est habillée. c'est toujours c'est super drôle parce que les gardes sont tellement choqués qu'ils savent même plus comment réagir, quoi. Et un truc que j'aime beaucoup, ils ont habillé les gardes comme les Ferengi de The Last Outpost, donc la première apparition des Ferengi dans TNG, avec cette espèce de fourrure en bannière là, enfin pas en bannière mais qui vient sur le côté là en biais, voilà. Ils recouvrent qu'une épaule sur deux. Ils les ont habillés comme dans la première apparition des Ferengi dans TNG. Et il y en a un qui a un fouet. Il y en a un qui a un fouet. Alors si tu l'as dans la page où je parlais de Moogie qui disait je m'occupe du grand Nagus, tout en haut tu en as deux gardes. Il y en a un qui a un fouet accroché à sa ceinture. Ah oui, génial. Ça c'est cool parce qu'en fait dans les séries des Ferengi comme ça on n'en a jamais revu. Ouais. Et
dans Enterprise, il y en a un qui a un foie énergétique, mais je crois pas qu'ils aient des vêtements comme ça. En même temps, c'est logique, ça se passe 100 ans avant, donc enfin 200 ans avant même. Donc voilà. Mais et en fait, c'est vrai que les Ferengi de Deep Space Nine, ils sont plus habillés avec des vêtements beaucoup plus travaillés, soignés. Et je trouve ça bien de réconcilier les deux et de montrer qu'en fait, c'est plus les Ferengi qui sont des militaires ou des gardes ou des voilà qui ont finalement cet uniforme quoi. Et ça se tient parce que les autres Ferengi qu'on a vus, c'était des civils. Donc ça montre qu'il y a simplement une différence de vêtements entre les civils et les militaires quoi. Tout à fait. Il faudrait peut-être un jour qu'on fasse une émission spéciale Ferengi parce que leur société n'a pas de sens en fait. Enfin, oui, le capitalisme n'a pas de sens, mais dans le sens qui voudrait être garde chez les Ferengi, comment tu fais pour gérer un vaisseau spatial Ferengi, c'est pas possible. Tu peux pas avoir. Enfin bon, bref, vu que c'est tous des apporteurs d'affaires. Ils nous sont présentés comme tous des apporteurs d'affaires. Pourquoi il y aurait des pilotes, pourquoi il y aurait des machinistes. Enfin bon. Parce qu'ils sont pas assez doués pour le commerce. C'est comme dans notre monde en fait. On est censé tous vouloir être des ultra riches qui ont des portefeuilles d'actions et tout ça. Puis on a quand même des gens qui vident les poubelles parce que voilà, c'est pourtant leur travail à eux est plus important, mais ils sont moins payés. Ça c'est. On va pas rentrer dans ce débat ce soir, sinon on va pas s'en sortir. Mais mais de toute façon, pour moi les Ferengi c'est une caricature de notre monde à nous. Oui, tout à fait. Non, mais c'est le but du Ferengi. C'est aussi une manière de montrer l'absurdité de notre monde. Ouais. Ok. D'autres choses à dire sur ce magnifique numéro? Oui, comme tu dis, l'histoire, elle aurait pu être. Elle coule en elle-même pour le principe, en fait. Voilà, cette histoire d'émancipation féminine dans une société ultra misogyne. Mais c'est vrai que quelque part, elle a pas spécialement de force provocatrice ou évocatrice, parce que heureusement, notre société est quand même pas aussi misogyne que celle des Ferengi. Mais c'est vraiment cette narration, cette manière de raconter le truc et cette manière de le montrer visuellement qui fait que ça marche bien. Et ça marche vraiment très bien, quoi. Elle est quand même inspirée. C'était les Grecs anciens, non, dont les femmes n'avaient accès qu'à une seule pièce de la maison. Je sais pas. Il me semble que c'était les Grecs anciens, les Grecs. Ok, bon, bref, les grands philosophes. J'ai pas de certitude là-dessus. Par contre, oui, le coup des tunnels, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est l'invention du comics. Ouais. Et en plus, en fait, le truc c'est que c'est pas tellement dit que. Tu sais, il y a cet épisode dans DS9 où il y a le grand Nagus qui débarque une fois qu'il a commencé à être en couple avec Ishka et tout ça, puis qui annonce à Quark qu'il a été destitué parce qu'il a fait passer une loi qui autorisait les femmes à s'habiller. Et en fait, Quark, en fait, en expliquant pourquoi lui il trouve que c'est un problème, ça explique la logique derrière. C'est qu'en fait, elles n'ont pas le droit de s'habiller, mais elles n'ont pas le droit de se montrer nues en public. Donc en fait, techniquement, elles n'ont pas le droit de sortir. Elles ont pas l'interdiction de sortir de chez elles, mais comme elles ne peuvent pas sortir de chez elles en étant habillées et qu'elles peuvent pas sortir nues non plus, du coup, elles peuvent pas sortir de chez elles. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas directement interdit aux femmes de sortir. Il y a un peu cette hypocrisie on vous l'interdit pas, mais en fait, les seules conditions auxquelles vous pourriez sortir, vous n'avez pas le droit. Ouais. Non, mais c'est... Et j'aime bien quand elle dévoile le tunnel, que Quark il a quoi, des tunnels. Elle dit comment tu veux qu'on sorte de chez nous vu qu'on n'a pas le droit de se montrer nu en public si on n'a pas des tunnels. Et j'ai bien aimé ce truc-là, du fait que en fait Quark il s'en fout tellement des femmes. Enfin, il en a tellement rien à foutre de leur sort que en fait il comprend même pas comment elles vivent. En fait, il a aucune idée de comment elles vivent. J'ai trouvé ça assez cool. Ouais. Je pense que ça parlera sur d'autres sujets, mais ça parlera à certaines femmes. Mais c'est bien. Et puis, voilà, il fallait avoir l'idée parce que du coup, mettons, toi, tu dois écrire ce bouquin. Tu sais qu'elle n'a pas le droit de sortir. Tu connais la règle. Comment tu fais ? Eh bien, voilà.
Et là, tu repenses à ces... c'était les nonnes qui avaient des réseaux de tunnels sous les abbayes, il me semble, également. Enfin bon, bref, c'est... Oui, puis après, t'as tous les... Dans les palais, tu sais, t'avais Oui, c'est vrai. les couloirs réservés aux serviteurs qui étaient tous cachés parce qu'il fallait pas qu'on voit les serviteurs, il fallait qu'ils fassent leur boulot mais qu'on les voit pas. T'avais ce côté-là aussi, bon, c'est un peu différent parce qu'ils avaient le droit de se montrer, mais t'as quand même ce truc du on cache les indésirables dans des tunnels, quoi. Je suis en train de le feuilleter, là. Il y a les visages de Quark et de sa mère qui sortent de la pluie, le visage ruisselant. C'est vraiment une réussite, quoi, ce numéro. Ah ouais, visuellement et tout, la narration est cool, l'histoire est cool, tout est cool. Tu vois, j'ai pas de... Autant sur l'histoire des Klingons, j'avais des petits du nitpicking, on va dire, des défauts à trouver. Autant là, j'ai rien à dire là, en défaut, et tant mieux. Ça me va très bien. Je veux plus d'histoires comme ça. Il y a peut-être, les deux femmes qui sont sauvées sont particulièrement belles. Voilà. Ah, j'ai pas fait attention. C'est un peu facile, peut-être. Ah oui, peut-être, ouais. Enfin, belle pour des Ferengi, évidemment, mais la première, tu sais, enfin, dans le sens où elles ont les traits très fins, quoi. La toute première et la deuxième. Mais bon, ça enfin, c'est parce que là, tu viens de dire, on va chercher, quoi. Mais c'est tout. Ouais, c'est pour trouver des défauts, quoi. L'apparition de Quark dans la chambre de Rome où il dit greetings, on dirait Nosferatu avec les doigts très longs, les oreilles qui font penser à des trucs de chauve-souris. Enfin bon, c'est vraiment une réussite, quoi. Moi, je suis super Je me demande content. d'ailleurs, tu parles de Nosferatu, je me demande si c'est pas un peu volontaire, parce qu'il y a une autre case, moi, qui me fait penser un peu à pas Nosferatu, mais à Dracula. C'est quand Brunt ressort de la maison. Il a son bras un peu relevé, et ça fait un peu penser à quand Dracula quand il se cache sous sa cape. Ouais, c'est vrai. Bon, il a pas de la logo mais avec avec l'orage derrière et tout, ça crée une ambiance horrifique. Et la pose fait un peu... C'est complètement ça, il a des doigts, pareil, il fait, on voit un geste, machin. Non, mais c'est vraiment ça, ouais. Tout à fait. Ok. Bien. Eh ben écoute, on a été un peu plus rapide, mais on a été dithyrambique dans le bon sens. Je sais pas si ça se dit comme ça. On va enchaîner avec la troisième œuvre de cette réussite qui est Star Trek Aliens, avec Trill, qui n'est pas au pluriel. Ah ben Ferengi non plus n'était pas au pluriel. Il me semblait avoir lu. Ouais, il y a que Klingons qui était au pluriel. Ouais. C'est un peu con. Écrit cette fois par Jody Hauser, dessiné par Henry Prazetia et Rafael Pérez Granados, et colorisé par DC Alonso. Voilà, et donc, comme tu l'as pas lu, il faut que je me débrouille. Excuse-moi, ouais, en plus je me suis étouffé, donc je pouvais plus parler. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, on suit l'histoire d'une Trill archéologue. Alors déjà, rien que là tu m'as vendu l'histoire. Les rares Trills que l'on voit sont soit des scientifiques, soit des gardiens un peu religieux des larves. Enfin, je parle des Trills qui sont... si on voit 2-3 Trills qui ne sont pas... qui ne sont pas des... en symbiose. Mais ils n'ont pas... Je sais plus, ils sont tellement mis de côté qu'ils sont pas très importants. Donc rien que là, un Trill archéologue, tu vois. Après, ouais. Et puis c'est très logique. Hein. Oui, non, ouais, ouais, non, mais. Enfin, il n'y a pas d'archéologues qui sont pas scientifiques. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais science, science, mathématicienne. Voilà. Tout ça, oui. Et un Trill, si tu réfléchis 3 minutes, les Trills avec leur histoire qui est tellement millénaire, hein, des Trills archéologues. Oui. Des Trills archéologues.
Après, Thierry. elle est xéno-archéologue, hein. Elle fait pas de Ah. l'archéologie sur la planète des Ah Trills. bah, Elle fait de alors, on l'archéologie à s'en fout. l'extérieur. Ok, c'est de la merde. Allez, c'est bon. On passe à autre chose. Alors. Et, je sais pas comment résumer l'histoire. En fait, le truc, c'est alors. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas reparlé depuis l'émission spoiler. La politique de Star Trek pour les nuls sur les spoilers. Écoute, Parce là, qu'il les y a un trois, très gros spoiler en fait, mais on les a tous spoilés, donc c'est vrai que. Klingons et Ferengi, Oui. on les a spoilés, donc ne t'inquiète pas. Donc, en gros. Est-ce que quand tu l'as lu, t'as fait Bah non, mais bon, Bon. je fais jamais ça, donc. Donc c'est une Trill qui n'est pas en symbiose au début de l'histoire. Et en fait, justement, elle est avec une collègue à elle. Elle étudie en fait les similarités dans les religions entre les différents peuples qui ont peuplé les différentes planètes qui composent la galaxie. Et notamment, elle a la théorie que les dieux solaires, les religions basées sur les dieux solaires apparaissent dans toutes les civilisations où il y a des religions qui en sont apparues, quoi. Et donc voilà, donc elle cherche des traces qui pourraient indiquer que si elle a raison ou tort, quoi, en gros. Et donc elle a une collègue avec elle qui discute, et puis en fait en discutant, elle finit par lui expliquer que elle avait suivi le programme pour pouvoir entrer en symbiose avec un symbiote Trill. Mais que avant d'avoir le résultat de savoir si elle était admise ou pas pour ça, en fait, elle a eu l'occasion justement de devenir archéologue et de partir en exploration, aller étudier des ruines dans d'autres planètes. Et comme elle était persuadée qu'elle allait pas réussir à passer le truc, elle s'était dit, bah j'ai cette opportunité-là qui est un truc qui me passionne et que j'ai vraiment envie de faire. Et j'ai cet autre truc qui n'est pas sûr, donc je vais aller du côté sûr. Et puis tant pis si je rate la symbiose, voilà. Et donc elle est partie, elle a pas eu sa symbiose. Et Ce puis qui est finalement, surprenant, hein, parce que si j'en crois ce qu'on nous en dit dans Deep Space Nine, enfin, c'est pas concevable que quelqu'un refuse la symbiose, tellement l'honneur accordé à ce geste est immense. oui, mais justement on va y venir. Parce qu'en fait, Ok. techniquement, elle n'a pas été acceptée pour une symbiose, puisque elle est partie avant d'avoir le résultat. Donc elle ne sait pas si elle est acceptée pour une symbiose ou pas, et en fait elle s'en fout un peu. Et ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que il y a un Trill joint, parce que je vais pas dire en symbiose à chaque fois, hein, parce qu'eux ils disent join en anglais, mais c'est vrai qu'en français ça sonne bizarre, je trouve. Mais bon, bref, il y a un Trill joint qui a eu un accident mortel et qui est en train de mourir, et donc ils ont besoin d'un hôte pour sauver le symbiote. Ça, on n'a pas vécu ça dans DS9 Non, dans ah ben non, TNG, dans toute TNG. première Oui, apparition des Trill dans c'est TNG. vrai, c'est vrai. Et donc en fait, eux ils se renseignent, c'est trop tard. Ils n'ont pas le temps ils sont trop loin de la planète mère pour ramener le symbiote sur la planète mère pour qu'on prenne soin de lui, quoi. Et en fait, quand ils ont contacté la planète mère, en fait, ils ont appris que elle avait été acceptée. Après qu'elle soit partie, elle a été acceptée pour le programme d'entrée en symbiose. Et donc ils disent, puisque vous correspondez aux critères et que vous êtes là, est-ce que vous acceptez? Alors c'est rigolo ce qu'ils lui demandent quand même, si elle accepte. Alors que comme tu dis, voilà, pour tout Trill, forcément, sauver un symbiote, c'est genre le plus grand honneur qui soit, quoi. Donc, mais il lui pose la question, et donc elle dit, oui, évidemment, je suis d'accord. Et en fait, on voit ses pensées, c'est écrit dans ses pensées. Elle dit, n'importe quel Trill qui se respecte dirait oui, quoi. Voilà. Et donc voilà. Donc elle entre en symbiose avec celui-là. Et en fait, comme il est encore sous le choc de l'accident, le symbiote, sa personnalité ne fusionne pas tout de suite avec le symbiote. D'autant qu'elle a pas terminé l'entraînement parce qu'elle est partie un peu avant la fin. Mais les médecins Trill lui expliquent que c'est surtout parce que
pour cette raison-là, quoi, parce que le symbiote est sous le choc et qu'il faut qu'il se remette un peu du choc avant de pouvoir vraiment fusionner avec elle. Et donc elle continue ses recherches, on la voit continuer ses recherches avec ses potes, mais elle commence à avoir des flashs et des hallucinations qui sont en fait des résurgences de la mémoire du symbiote. Et donc ça tourne un peu avec ça, et en fait une fois sa mission terminée, elle retourne sur Trill, elle en parle bah justement aux espèces de religieux là qui sont dans les caves où il y a les symbiotes qui vivent dans les bassins là. Et il lui dit que bah faut pas s'inquiéter, ça va s'arranger en gros. Et en fait, bah il y a donc bah je sais plus si c'est chez elle ou si c'est dans la rue. Ah oui, si, elle reçoit un message assez menaçant chez elle en fait, dans sa boîte aux lettres. Enfin non, pas dans sa boîte aux lettres, dans son, je sais pas, son synthétiseur qui reçoit un truc comme ça, qui l'inquiète, et elle sent surtout que le symbiote est terrifié. Elle sent qu'il y a un truc assez important, mais comme elle n'a pas vraiment fusionné avec lui, elle sait pas vraiment ce qu'il pense, tu vois. Enfin, et elle s'inquiète de ça, et puis en fait, à un moment donné, elle commence à avoir des flashbacks et elle apprend que un des anciens hôtes du symbiote comment a fait un truc complètement illégal chez les Trill. Elle a renoué une histoire d'amour avec un ancien qu'elle a eu avec un que le symbiote a eu avec un de ses anciens hôtes. Voilà. Ouais, ce qui était arrivé à Jadzia Dax. Voilà, tout à fait. Et en fait, de cette deuxième histoire d'amour entre symbiotes qui ont eu des hôtes différents, est né un enfant. Voilà. Et donc elle apprend ça, et elle est là, c'est chaud, parce que si ça se trouve, la personne qui m'a envoyé le message de menace le sait, et va se servir de ça contre moi, quoi. Elle dit, même si moi j'y suis pour rien, mais bon, voilà, c'est les lois Trill, un peu. Ouais, tout à fait. Et donc bon, elle flippe un peu, et puis en fait, à un moment donné, elle est dans la rue, et il y a un type avec une épée qui débarque et qui la poursuit. Et elle, en fait, le symbiote, la peur du symbiote est trop forte, et du coup, elle s'enfuit. Et il y a une course-poursuite qui se fait pendant un petit moment. Et puis elle, à un moment donné, elle est là et elle essaye de rassurer le symbiote, et elle lui dit non, mais ça sert à rien de courir, tu l'as déjà fait plusieurs fois, ça n'a pas marché. Donc là, maintenant, il faut s'arrêter et il faut se confronter à cette personne, quoi. Il faut se battre. Donc elle attrape une barre de fer qui traînait par là, et puis elle arrive à convaincre le symbiote de pas se laisser complètement emporter par sa peur. Et puis elle prend cette barre de fer et elle est là en mode allez, je t'attends, on y va, quoi. Et en fait, c'est là que le twist arrive. En fait, le gars qui la poursuit, c'est son fils. Oh, tin. Enfin, c'est le fils de l'ancien hôte du symbiote. Voilà. Et en fait, au moment de se battre, elle ressent en fait que le symbiote, il a toujours de l'amour pour son fils. Malgré tout ce qu'il lui a fait, malgré tout ce qu'il a fait aux hôtes intermédiaires qu'il y a eu entre le moment où il a eu cet enfant et elle, il continue à l'aimer, quoi, malgré ça. Et en fait, le fils, lui, il est persuadé qu'en fait, c'est à cause du symbiote que son père est mort. Voilà, ce qui est pas le cas, mais en fait, son père est tombé malade pas longtemps après qu'il ait fusionné avec le symbiote. Pas longtemps après sa naissance aussi. Enfin, lui, il pense que c'est lié au symbiote, ce qui est pas le cas en fait. Et en fait, elle arrive à lui faire comprendre que en fait, son père, il a fusionné avec le symbiote, et donc il a fusionné avec elle aussi, et avec tous les autres précédents, et que tous les autres qu'il a torturés et tués avant elle, en fait, il a fait subir ça à son père, alors que lui, il pensait le venger. Et voilà, donc finalement, lui, au final, il arrête d'essayer de la torturer et de la tuer, et il tombe un peu, il s'effondre, quoi, en réalisant ce qu'il a fait. Et ça se termine un peu là-dessus, quoi, c'est-à-dire que elle le prend dans ses bras, et elle l'enveloppe de cet amour paternel
qui vient du père, et puis en fait après, bah il est récupéré par la sécurité, il est emmené, on sait pas trop où, mais on suppose dans un truc de réhabilitation, enfin voilà, pour qu'il gère un peu ses problèmes de violence. Tu veux dire qu'on a un épisode de Star Trek où la situation est réglée par deux personnes qui discutent? Ouais. Incroyable. C'est ça. Bah, incroyable, non. Il y a plein de séries où ça arrive, mais c'est vrai que ça fait longtemps que c'était pas arrivé, quoi. Et voilà, puis ça se termine là-dessus, où elle se demande comment est-ce qu'il va devenir et tout ça, puis elle repart pour faire de l'archéologie, quoi. Voilà. Et c'était génial. Alors c'est pas aussi graphiquement intéressant que celui sur les Ferengi, mais les dessins sont magnifiques. C'est très beau par moments. On sent un travail appliqué. C'est assez inégal. L'ouverture est vraiment belle, je trouve. Parce que ça aussi, c'est dessiné par plusieurs personnes. Hein. Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a... Alors, je ne sais pas lequel des deux fait quelle partie, mais il y en a un des deux qui a un niveau... Waouh. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment beau. Et même au niveau de la colorisation, il y a des effets d'ombre et de lumière sur les visages notamment qui sont... Exactement. Je suis en train de le feuilleter là depuis tout à l'heure, et justement c'est ce qu'il faut pas rater, c'est la colorisation quand tu fais il y a des flashbacks des vies antérieures, notamment une scène où on voit cette femme porter un bébé dans ses bras. Son visage à elle est dans une couleur vraiment vive et actuelle, et ses mains, et d'ailleurs c'est des mains d'homme, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les mains. Ses mains et le bébé sont dans une autre couleur. C'est un peu travaillé là-dessus. On voit qu'on est dans un flashback, et c'est vraiment pas mal. Là, je suis en train de le lire depuis tout à l'heure. Je le lis. J'ai pris du retard par rapport à toi, mais c'était presque au même niveau. Alors il fallait que j'enchaîne un peu les buts. Il y a quelques cases un peu malines. Justement avec les flashbacks, c'est vrai que ça joue beaucoup avec le style de dessin là-dessus. Il y a une case notamment où on voit donc un des autres qui était une chanteuse qui est sur scène, qui tire un micro en l'air, et t'as le public derrière, et c'est extrêmement stylisé. C'est tout en ombre, mais en même temps il y a des effets de lumière, il y a des effets de reflets, et je sais pas, c'est difficile à décrire, mais ça marche super bien. C'est vraiment, on voit ça encore une fois, on montre qu'on est dans le domaine du souvenir même flou, un peu difficile à atteindre, et c'est vraiment ce que l'histoire nous montre en fait, et ça fonctionne super bien, quoi. C'est beau, et en plus c'est parlant par rapport à l'histoire. Et après il y a un truc plus général sur l'histoire, moi, que je trouve absolument génial, c'est que en fait on voit pas une seule fois Starfleet. Ouais. Il y a aucun personnage connu de Star Trek dedans. Et pourtant, c'est du Star Trek à 200%. Il y a vraiment tous les éléments qui font que Star Trek est Star Trek. Il y a de la recherche scientifique, il y a de l'émerveillement sur des choses scientifiques, justement. Il y a du dialogue, de la compréhension, du dépassement des conflits par la compréhension. Il y a aussi le lore des Trill, hein, qui est complètement respecté. Il y a aussi tout ce qui est construction d'univers, quoi, qui est complètement cohérent avec l'univers tel qu'il était décrit dans Deep Space Nine. C'est vraiment, il y a tous les éléments, quoi. Et c'est la preuve qu'on peut faire du Star Trek sans avoir à sans cesse aller ramener des vaisseaux, des personnages iconiques, des machins, etc. Et Starfleet, ouais. Mais de toute façon, en fait, pendant que tu le disais, j'étais en train de réaliser que même, dans Ferengi, ça se commence sur Deep Space Nine, et les personnages connus sont sur les 3 premières pages. C'est tout. Bah si, après il y a... Enfin, je veux dire, mais Quark, Rom et Ishka, c'est quand même des personnages iconiques de Deep Space Nine, quoi. Ils sont au centre de l'histoire. Mais ils sont pas Starfleet. Oui, c'est vrai. Mais ouais, mais même les Klingons, du coup, il y a aucune référence non plus à ça. Ouais. Mais et moi là, c'est centré sur Kales, qui est un personnage iconique aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est d'autant plus étonnant. Ailleurs, c'est vrai.
c'est d'autant plus étonnant de la part d'un comics finalement, que pourtant les comics ont au contraire toujours eu plutôt tendance à faire beaucoup de fanservice et réutiliser les personnages, parce qu'en plus, justement, vu qu'il n'y a rien de canon et qu'il n'y a Ça pas attire d'enjeu l'achat. de cohérence, c'est vraiment le truc aussi un peu terrain de jeu, quoi, où un peu tu joues aux figurines avec les personnages. Et en plus, comme tu dis, c'est certainement plus vendeur, je suppose. Et là, Et ils ont pris le risque de ne pas le faire, et ça donne un truc génial, parce que l'histoire est vraiment géniale, les dessins sont beaux, tout est superbe là-dedans. ouais, ça me rappelle un peu ce qu'on avait dit de Starfleet Academy. Oh, pardon. Oui, c'est vrai. De Starfleet Academy. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ça un petit peu. Du fait que on était libéré du poids de l'histoire, quoi, et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, en fait, et ce qui avait donné une super chouette aventure dont on avait envie de connaître la suite. Ben là, moi, j'en suis à peu près à la moitié, un peu moins de la moitié, mais j'ai envie de connaître la suite, et je suis triste que ce soit un one shot, tu vois. Ouais, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que cette thrill, ça pourrait être intéressant de voir d'autres histoires avec elle. Ouais. Le personnage est assez marquant, et puis du coup, elle a une personnalité très forte, quoi, qui Surtout, et s'affirme. puis elle a une particularité, tu vois. Ok, c'est une archéologue, mais pourquoi elle est aussi mastoc? On la voit très souvent en débardeur. Elle a des muscles de malade mental. Pourquoi, Ça, c'est parce que tu est-ce qu'elle connais est pas culturiste? d'archéologue dans la vie. Non, mais pourquoi est-ce qu'elle est, voilà, elle est probablement culturiste ou un truc comme ça. Elle a des passions, apparemment, ce personnage. Les archéologues que je connais passent beaucoup de temps à creuser la terre et à déplacer des gros machins. Oh, arrête, c'est un cliché, ça. Bah non, justement, le cliché c'est Indiana Jones. En vrai, c'est plus des ouvriers du BTP que des gens qui... Ah ouais? Bah oui, Ah, oui. moi, je pensais que c'était des gens qui lisaient beaucoup de livres et qui passaient. Ok. Ok, bon, bah d'accord. C'est Surtout les que là, elle historiens, est ça. ouais, bon. Surtout que là, elle est xéno-archéologue, donc elle doit porter des pierres de Après, différentes densités. bon, en vrai, ça colle pas parce que c'est le futur. Ils ont des trucs anti-gravité. Ils peuvent creuser la terre Ouais, avec des moyens technologiques. Bon, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Si un petit défaut, c'est qu'elle est un peu trop sexualisée des fois. Là, il y a une ou deux cases où, genre, le dessinateur, tu vois qu'il a passé beaucoup trop de temps sur ses fesses. Euh, Pardon. c'est bon. c'est un petit, mais il y en a pas tant que ça, mais il y en a. Voilà. S'il faut trouver un défaut, c'est celui-là. Mais Ok. à part ça, vraiment, ben, cette histoire vaut à elle seule l'achat de Star Trek Aliens. Écoute, c'est merveilleux. Je suis extrêmement heureux. Sa chambre est très japanisante. Je suis dans sa chambre, il y a une carpe koi et un décor façon jardin japonais. Oui, c'est vrai que C'est étrange. ça m'a un peu parlé aussi. Je Après, me suis dit ouais, ça fait bizarre sur un truc sur Trill en plus. hmm. En Après, plus bon, elle là, est elle est xéno-archéologue, donc peut-être oui, que cette époque, l'histoire de l'humanité lui plaît, mais bon, oui, oui, c'est vrai, c'est c'est peut-être vrai, c'est dommage. vrai. Mais voilà, c'est moi des histoires comme ça, j'en veux plus. Et je pense qu'il y a vraiment matière dans l'univers de Star Trek à faire des histoires comme ça, c'est-à-dire qui se détachent des carcans, on va dire. Je sais même pas comment dire en fait. Juste qui sortent du cadre, voilà. Des histoires qui sortent du cadre pour raconter quelque chose avec la même manière de raconter les histoires, avec les mêmes thématiques, mais avec un contexte et un cadre différent. Et des personnages nouveaux, uniques, et qui sont... Et bon, bien écrits, ça c'est peut-être trop demandé, mais voilà, il y a matière de faire vraiment des histoires comme ça, et il y a de quoi. L'univers de Star Trek, il est gigantesque. Il y a des tas de peuples et de coins qui ont été assez peu explorés dans Star Trek. Des personnages intéressants à créer. Il y a tout ce qu'il faut en termes de géopolitique et d'événements qui se passent au niveau interplanétaire. Il y a, il y a de quoi faire, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça toujours triste et que aussi je me plains aussi de ce côté Member Berries, etc. dans les productions audiovisuelles actuelles,
c'est que c'est dommage en fait de tout le temps tourner en rond et de tout le temps retourner sur les mêmes trucs, parce qu'il y a vraiment, on peut faire du nouveau, du vraiment nouveau en fait. Ouais. Voilà. Et cette Tout à histoire, fait. elle le prouve, et elle le prouve de manière extrêmement belle et réussie. Ouais, je suis de ce que j'en ai lu, je suis 100% d'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, que ce soit sur Trill ou sur le bouquin en entier? Bah écoute, c'est une super surprise. Moi, j'avais lu l'histoire avec Calès au moment de sa sortie en magazine, quoi. Et j'avais bien aimé, voilà. Mais finalement, c'est celle que j'aime le moins des trois, même si elle est cool. Et du coup, j'ai lu les deux autres parce que tu m'as dit qu'on allait faire une émission dessus, et je me suis dit, bah tiens, voilà, je vais les trouver en numérique et je vais les lire. Voilà. C'est une super surprise, quoi. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Ouais. Pourtant, j'en ai lu pas mal des comics Star Trek, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé. Mais là, c'est celui sur les Ferengi, peut-être mon préféré, celui sur les Trill, hein, vraiment à 100%, même si celui sur les Ferengi est génial, il est génial. Mhm. Mais je pense que c'est un de mes comics Star Trek préférés, quoi. Voire peut-être mon comic Star Trek préféré. Je suis un peu dans l'emphase, mais il m'a pris au dépourvu. Je m'attendais pas à un truc aussi cool. Et c'est pareil avec les Ferengi, hein, je m'attendais pas à un truc aussi cool. C'est vraiment des histoires. J'ai vraiment une grosse surprise très agréable. Voilà. Je veux plus de comics comme ça. Écoute, le message est passé. IDW, faites des choses. Je me souviens plus du mec qui chapeaute un peu tous les comic books Star Trek chez IDW. On en a parlé lors du dernier enregistrement, Matou l'a cité. Et là, il n'apparaît pas. Donc, c'est la preuve que... Faites sans lui, c'est très bien. Je retrouverai son nom, tant pis. J'en parlerai une autre fois. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, je partage ton avis. Je ne peux que conseiller très vivement la lecture de cet ouvrage. Ça s'appelle Star Trek Aliens. Si vous voulez les lire en one shot, ça s'appelle Star Trek Klingons, Star Trek Ferengi et Star Trek Trill. Ouais, ils se sont pas trop pris la tête non plus pour les titres. Mais voilà, c'est IDW qui fait ça et c'est à lire. Bah écoute, merci beaucoup Thierry pour cette émission. C'était un plaisir d'enregistrer avec toi. Ah bah, merci également. Ouais, je suis content d'être de retour là. En plus, surtout avec des trucs aussi bien. J'espère qu'il y en aura d'autres des comme ça. je pense, j'espère. On continuera. À très bientôt parce qu'on a prévu un autre enregistrement dans peu. Et à toutes et à tous, bonne journée, bonne soirée, quoi que vous soyez en train de faire, passez un bon moment. Et à bientôt. Ciao. À bientôt. Crop là.